Rebondissons surtout. Rebondissons, c'est l'objet de la transition qui nous ferait passer d'une première à une seconde partie. La vocation de la transition, donc je le rappelle pour les auditeurs qui sont candidats au bac, c'est toujours de manifester, d'essayer de montrer les insuffisances de la première thèse qu'on a cherché à défendre. Hein. Il faut se souvenir du principe hegelien, le vrai s'avère en réfutant le faux. Donc, il faut, après avoir fait droit à ces arguments, il faut tâcher de les mettre en échec. Alors le premier argument de type épicurien, il est très limité en fin de compte. Il est facile à contrer. Rappelons, hein, je ne fais pas l'expérience. Je n'en fais pas l'expérience, donc je ne peux pas penser. Si c'était vrai, je ne pourrais moi présentement penser que ce studio, en quelque sorte, votre présence et cette émission. Vous ne pourriez penser que ce dont vous faites l'expérience à l'instant où vous la faites. Voilà, exactement. Ce qui n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un océan que je ne peux pas penser ce qu'est un océan. Ce n'est pas parce que je ne pratique pas la navigation que je ne peux pas penser ce qu'est la navigation, etc. Bien heureusement, on ne pense pas seulement, ni même surtout d'ailleurs, ce dont on fait réellement l'expérience. Oui, parfois on pense moins bien ce dont on fait l'expérience, car on croit que le fait d'en avoir fait l'expérience nous délivre une vérité à son sujet. Absolument, et on devient... du genre, moi qui ai vécu ça, je peux vous dire que... C'est ça, exactement. Il y a un fanatisme aussi de l'empirie. Et vous avez tout à fait raison. Et donc, cet argument, si on le réduit, ça voudrait dire on peut penser que ce qu'on vit, quoi. Il tient pas. Il faut le dire simplement, il ne tient pas. La plupart du temps, lorsque nous pensons, d'ailleurs, Platon l'indique d'une certaine, à sa façon. Il ne veut pas dire seulement ça, mais quand il dit que les philosophes n'ont d'autre occupation que de mourir et d'être morts, il dit bien quelque chose de ce genre-là. Heureusement, on ne fait pas que penser la vie. Donc le premier argument, il ne peut pas tenir. On ne fait pas que penser la vie, on ne pense pas que ce dont on fait l'expérience. Le deuxième argument qui dit Excusez-moi, est-ce que à cet argument-là, on ne peut pas ajouter le fait que non seulement une sorte d'argument du chaudron, en fait, non seulement on peut penser ce dont on ne fait pas l'expérience, mais aussi on peut faire l'expérience de la mort. Au sens où on peut la sentir en soi, comme dirait Ferré dans une autre chanson. Hein, c'est les cheveux blancs sous la teinture. Oui, sentir la négation qui travaille en nous, sentir le négatif qui travaille. Pas l'apoptose qui est abstraite pour nous, on peut pas la sentir, mais en revanche on voit bien la ride qui se forme, qui se creuse. On sent bien l'érection plus difficile, le cheveu blanc, etc. Vous avez tout à fait raison, et je vais essayer de détailler ce point dans la deuxième partie. Tout à fait. Mais il faudra faire droit à cette idée, bien sûr. La mort, on la sent parce qu'on sent le négatif. Le deuxième argument qui concernait le deuil, c'est-à-dire l'expérience, on peut dire l'expérience indirecte, celui-là non plus il tient pas, pour une raison très simple, et c'est pour ça que je parlais de Saint-Augustin, c'est qu'on comprend ce que nous dit Saint-Augustin lorsqu'il nous parle de la mort de cet ami. Ça peut nous toucher. C'est-à-dire que cet incommunicable, eh bien le paradoxe, c'est qu'il arrive à nous le transmettre. Cette expérience purement singulière, du seul fait qu'elle est nommée comme singulière et reçue comme telle, elle est universalisée. Donc il se retourne comme un gant, l'argument de la douleur insubstituable, ah mais tu ne peux pas me comprendre. Par le simple fait que ceux qui en parlent soient bouleversants. Exactement, parce qu'ils nous touchent, ils nous communiquent leur souffrance, leur douleur, leur malheur, et ça authentifie une communauté, une humanité universelle, si l'on peut dire. Du seul fait que c'est nommé comme singulier, c'est universalisé. Si je formalise un peu, si vous voulez, du seul fait que c'est nommé comme singulier, alors c'est universalisé, donc on pense bien quelque chose lorsqu'on dit que la souffrance du deuil est incommunicable, insubstituable. Il y a peut-être deux images, on pourrait se servir de ça, je dis ça comme une hypothèse, peut-être c'est des lectures utiles pour des candidats bacheliers. Il y a la mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, qui décrit de l'intérieur une mort au fond. Ivan Ilitch sait que tous les hommes sont mortels, mais il n'avait pas du tout compris que ça le concernait lui aussi, jusqu'au moment où il s'en aperçoit, et là d'ailleurs le mal qui le ronge n'est jamais nommé. On est tenté de penser que le mal qui le ronge, c'est précisément d'être vivant, et qu'à cet égard, donc, il est condamné. Et la deuxième référence, eh bien, c'est encore et toujours Montaigne, hein, justement. C'est à la fois la mort de la Boétie, mais c'est aussi le fameux chapitre sur que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et c'est cette façon que nous avons, Montaigne dit, de mettre des squelettes au milieu de la table pour avoir la mort sous les yeux. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces grands auteurs nous parlent, nous disent quelque chose. Ils peuvent nous toucher, ils peuvent susciter, éveiller nos émotions. Et donc, fort heureusement, on n'est pas enfermé autarciquement en sa propre subjectivité lorsqu'on rencontre la mort. Non, on peut communiquer des choses. Il y a une transmission qui peut s'effectuer, qui est possible.
Alors si je reprends le fil des arguments, le troisième argument c'était c'était le problème, le scandale scientifique, quoi. La science n'a rien à nous dire, nous dit Husserl, sauf qu'il nous dit ça dans un livre de philosophie où il va justement essayer de faire parler la science de ce qu'elle a profondément à dire. Donc cet argument-là, il tient pas non plus parce que c'est à la philosophie de dire ce qu'il en est du sens profond des choses. Enfin, si on a foi en la philosophie, en tout cas, c'est la spéculation métaphysique qui est capable de se servir des éléments qui sont apportés par les sciences dures ou les sciences expérimentales pour les dévoiler en leur sens, ou en tout cas essayer de les interpréter pour qu'ils aient un sens. Et si l'apoptose, les tableaux statistiques pris tels quels sont insignifiants, peut-être qu'ils le sont beaucoup moins quand Jankélévitch en parle, peut-être qu'ils le sont beaucoup moins quand Heidegger médite sur la mort, etc. etc. Donc cette limite de l'explication analytique qui est le propre de la science moderne et contemporaine, il n'y a pas de quoi s'en alarmer, il n'y a pas de quoi s'en inquiéter. C'est à la philosophie, à la spéculation, à la méditation de se ressaisir de tous ces éléments pour les penser, justement. Et là, nous sommes donc au terme de la deuxième partie. Vous avez retourné comme 3 gants les 3 arguments qui étaient ceux de la première partie, qui pensaient la mort comme impensable. C'est ça. Mais vous n'avez pas tout dit dans cette deuxième partie. Il reste un travail à accomplir dans cette deuxième partie. Ça, c'est la première partie de la deuxième partie. C'est la transition, c'est l'articulation. C'est donc le moment, le vrai s'avère en réfutant le faux. C'est le moment où on met en échec ce qui paraissait avoir pourtant beaucoup de sens, à savoir qu'on ne peut rien dire de la mort et qu'on ne peut pas la penser. Il faut préciser juste un point quand même sur la façon dont vous mettez les choses en échec. Vous ne les mettez pas en échec, on le dit tous les jours là aussi, mais c'est important. La façon dont vous mettez les choses en échec ne consiste pas à opposer à un premier point de vue un autre point de vue et à les laisser se battre en espérant que le plus fort l'emporte. Il faut être vraiment hegelien. Je crois qu'il y a une vérité du discours hegelien. Là, c'est la marche de la pensée. Il faut montrer la contradiction qui travaille de façon interne à l'argument. C'est-à-dire ce que lui-même ne pense pas. Il ne s'agit pas de juxtaposer ou de superposer des arguments. Il faut montrer pourquoi certains arguments s'effondrent d'eux-mêmes si on les pousse jusqu'au bout. Alors ça, c'est la version hegelienne. D'un point de vue nietzschéen, on pourrait dire faire campagne contre soi-même et donc penser contre ses propres idées. Ouais, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que la dissertation n'est pas une addition d'arguments. Elle ne peut pas être cela. Vous voyez c'est un forage. Oui, mais alors je dirais pas ça. Je dirais, si vous me permettez 2 minutes là, une parenthèse de pédagogie ou de méthode. Moi, la phrase que je cite toujours pour mes élèves, parce que je pense qu'elle est éclairante, elle est évidente, c'est la phrase de Platon. Un beau discours doit être comme un corps. Un beau discours, souvenez-vous dans le Phèdre, un beau discours doit être comme un corps, c'est-à-dire bien proportionné et solidement articulé. C'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire c'est un impératif de proportion, c'est-à-dire évidemment là. Avec rien de trop. Rien de trop, exactement, l'impératif canonique, quoi. Rien de trop. Il faut donc un impératif de proportion. Il va de soi que la partie centrale ne peut pas faire 2 lignes et l'introduction 25 pages. Donc impératif de mesure et surtout impératif d'articulation. Comme un corps, c'est-à-dire solidement articulé. Le propre d'une articulation, c'est qu'elle doit être plus solide que les parties qu'elle articule. Enfin, je dis toujours ça à mes élèves. Et ça, c'est très important. Il faut jamais le négliger. C'est pour ça que les professeurs persécutent leurs élèves avec les transitions, soit niveau transition. C'est pour cette raison-là. C'est parce que c'est un principe qui a une valeur d'ailleurs bien au-delà de l'exercice de la dissertation. C'est vrai pour une porte. Ce que je dis à mes élèves, si vous avez une porte blindée et des charnières en plastique, c'est comme si votre porte ne sert à rien. Eh ben, l'articulation doit toujours être plus solide que les parties qu'elle articule. Et c'est pour ça qu'il faut passer du temps à développer la transition dans la dissertation. C'est le moment nerveux. C'est le moment où les pensées s'emboîtent, s'enchaînent les unes avec les autres. Si ce moment-là est raté, ça marche jamais. C'est le cartilage. Voilà. Et donc, comment fait-on ici? Alors là, comment est-ce qu'on opère cette transition? La transition, elle est déjà faite, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'on a montré les contradictions qui travaillent les premiers arguments, ça rebondit de soi-même. C'est-à-dire qu'on peut penser la mort. La conclusion, elle est évidente, c'est qu'on peut penser la mort. Et donc là, j'engagerai vraiment le cœur de la deuxième partie et j'essaierai de déterminer conceptuellement la mort. Là, je proposerai 3 concepts, parce que je pense qu'ils rendent compte adéquatement de tous les aspects du problème. Je développerai 3 idées, si vous voulez. C'est que la mort, c'est la séparation. Deuxièmement, c'est la fin. Et troisièmement, c'est l'imminence. Alors la mort, c'est la séparation dans tous les sens que peut avoir ce terme. C'est la séparation matérielle, c'est-à-dire que c'est un processus de désagrégation. On est dans la deuxième partie. Absolument, bien sûr. En plein dedans, puisqu'on la pense. Et on universalise, là, pour le coup, l'expérience.
Qu'est-ce que la mort? Bien, c'est la séparation, d'abord séparation au sens matériel, donc des agrégations atomiques. C'est la séparation psychophysique, si vous permettez, c'est-à-dire en un sens presque théologique ou chrétien, c'est-à-dire c'est la discorde de l'âme et du corps, l'arrachement de l'esprit à la matière. Donc séparation matérielle, séparation de l'esprit et de la matière, séparation morale, puisque la mort nous prive de nos amours, de nos amis, et séparation métaphysique ultime, si j'ose dire, puisque la mort me sépare de moi-même, elle me désincarne. Donc je pense que quand on définit la mort comme séparation, on ne dit pas rien. On dit même, on s'approche de l'essence de la chose. La mort, c'est la séparatrice. C'est la séparatrice, c'est la négation qui travaille tout ce qui est réel. Donc le paradoxe de cette deuxième partie, c'est que vous élaborez une pensée positive de la mort comme ce qui sépare. C'est-à-dire, absolument. C'est donc il y a une pensée possible de ce qui semble dissoudre justement la pensée. Exactement, mais du seul fait que c'est nommé comme principe de dissolution, ça veut dire que c'est affirmé en tant que quelque chose. C'est bien ce quelque chose, ce négatif, qui travaille la réalité vivante. Donc c'est la séparation. Le deuxième concept, c'est la fin. Celui-ci est très important, je crois, parce que le concept de fin est magnifique. Il a une ambivalence en français qui est extraordinaire. Extraordinaire, c'est le but et le terme. Oui, c'est ça. C'est ce qui achève. Le pain est fini, il n'y a plus de pain, donc c'est l'absence de la chose, la fin. Et c'est la pleine présence. Le tableau est fini, il est complètement là. La mort, c'est la fin dans ces deux sens. C'est-à-dire que c'est ce qui nous achève, c'est ce qui nous fait disparaître, et en même temps, quel beau paradoxe, c'est ce qui nous authentifie dans notre présence. C'est-à-dire que sans terme, notre vie ne serait peut-être qu'un fantasme, qu'un rêve, comment dire cela? Elle serait indéterminée. La mort, en tant qu'elle est fin, et qu'elle nous abolit, nous définit, nous détermine. Donc elle nous réalise, littéralement. N'est réel que ce qui est fini, n'est fini que ce qui est réel. À l'argument que vous développez s'ajoute l'idée sartrienne que la mort c'est l'être et non pas le néant. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de dire à Sartre qu'on entre dans un mort comme dans un moulin, justement. Pourquoi pas? Quand on meurt, on ne disparaît pas, au contraire. Quand on meurt, on est statufié. Le paradoxe est effectivement là, c'est que la mort, je le répète, nous authentifie en tant que vivants. C'est si l'on peut dire, la preuve de la vie. Donc c'est la fin au sens de la vie humaine. C'est la fin, donc en ces deux sens-là, qu'elle nous abolit, qu'elle nous fait disparaître et que elle nous fait en même temps pleinement apparaître. C'est le dernier coup de pinceau sur la toile, en fait. Alors, ce que vous dites est tellement intéressant, Pierre Dulot, et tellement bien structuré que le propos, peut-être le sujet s'y prête aussi d'ailleurs, dépasse de très loin l'intérêt objectif qu'on peut avoir ou qu'un bachelier, auditeur peut avoir pour le baccalauréat lui-même. Néanmoins, il nous reste 10 minutes. Clore, ça va poser problème. Partie et conclure. Et oui, justement, ça va poser problème. C'est pas ça qui vous effraie. Allons vers la troisième partie, donc, et opérons une transition. Écoutez, la transition, elle se ferait en disant que on peut multiplier les déterminations conceptuelles. Il y en a une troisième que j'aurais souhaité développer, c'est celle de l'imminence, c'est-à-dire que la mort, c'est l'horizon même de toute expérience. Mais c'est dans la droite ligne de ce que je disais sur la fin, c'est-à-dire que c'est ce qui achève, c'est ce qui abolit, mais c'est ce qui révèle. Donc c'est ce qui nous devance toujours et déjà, de telle sorte que c'est ce qui définit l'horizon dans lequel nous nous mouvons, dans lequel notre expérience devient possible. Il faudrait dire dans la transition que tout cela est parfaitement vrai, mais que la séparation, la fin et l'horizon. Et l'horizon, absolument, que tout cela est parfaitement vrai, mais que ça ne suffit pas, que cela ne nous rend pas pour autant maîtres de la mort, évidemment, cela va de soi, que cela ne nous permet pas d'objectiver le phénomène et qu'ici, l'effort de détermination spéculatif, l'effort de détermination logique rencontre tout de même un obstacle qui doit le faire basculer sur un plan moral. C'est-à-dire que ce que je soulignerais dans cette transition, c'est que on ne peut pas penser la mort en s'en acceptant, mais en l'acceptant. Donc je basculerai, si vous voulez, dans la troisième partie, sur un terrain plus moral, de philosophie morale, de philosophie pratique, si vous voulez, pour défendre la thèse que la pensée se réalise pleinement que quand elle est capable d'accueillir l'expérience et d'y consentir. Au fond, ça veut dire que ça caducifie, si j'ose dire, tout ce que vous venez de dire, ça rend caduque tout ce que vous venez de dire, dans la mesure où,
Parler de la mort comme fin, comme séparation, comme imminence ou comme horizon, c'est encore mettre la mort à distance de soi, et ça peut être lu comme une stratégie d'esquive. Absolument, on peut l'interpréter comme ça en tout cas. Ça ne veut, si vous voulez, ça ne veut pas dire que c'était inutile, parce que peut-être qu'il fallait en passer par là pour prendre conscience de cette chose. Non, mais ça avait quelque chose de rassurant, ce qui doit toujours nous inquiéter en philosophie. Vous avez tout à fait raison. C'est trop beau pour être vrai. Et la mort, la grande inconnue, l'inquiétude par excellence. Profil bas, comme je le disais au début de l'émission, profil bas. Donc imminence, séparation, bon, tout ça c'est bien joli, mais il y a autre chose qui se joue, quelque chose de plus énigmatique. Et c'est comme ça que je rebondirai dans la troisième partie, en développant l'idée que la mort n'est pas une question, qu'elle n'est pas un problème, mais qu'elle est une énigme.